Et mon là, prénom, j'ai un Ah, cours qui va attendez. mon nom. commencer. Je, Voilà. J'ai joué le dictateur, j'ai fermé tous les micros parce que j'entendais plus rien. Madame Mona, on en reparle avec privé avec grand plaisir parce que j'entendais plus ce que vous disiez tout simplement. Araf Fizo, est-ce que vous pouvez rallumer votre micro s'il vous plaît? Voilà, Shalom Araf Bokertov, il est 9h03 et ben je vous propose de continuer notre étude sur le Tanar. Sefer Yoshua, Bechavot. Eh bien, très bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas le texte. Il arrive, il arrive. Il arrive Araf. Hop, Seriez-vous un élève du Rav Cherki par hasard, Rafizon? Bon, là, j'ai fait exprès. il arrive. Hop, le texte en français et en hébreu. Hop, 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 voilà. Yafé Meod. Donc, les amis, on revient dans notre étude du Sefer Yehoshua. Sefer Yehoshua. Et on a énormément avancé puisque nous sommes au verset numéro 3. Voilà, verset Gimel. Perek Aleph, verset Gimel. Alors, on a expliqué qu'on n'est plus dans la réalité de la névoie de Moshe. Maintenant, on est dans la névoie de Yehoshua. On ne va pas revenir là-dessus. Mais ce qui était important à retenir dans le verset bête, c'est que c'est Mitor à Yerida qu'on va continuer. Moshe Avdi Met, Ve'ata, c'est-à-dire, et en prenant en compte cette nouvelle réalité, Kum Avor et Ayarden Azé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'édulcorer la réalité. La réalité est qu'on n'est plus au niveau de connexion qu'on avait avec Dieu à l'époque de Moshe. Et pourtant, c'est avec ça qu'on va continuer à avancer. Et ça, eh bien, c'est l'un des points de repère de tout le livre de Devarim. Du livre de Devarim, donc les dernières paroles de Moshe, qui vient nous expliquer que il y a une situation qui peut être idéale, mais c'est pas parce que cette situation idéale n'existe pas que tu décides de relever les mains et de dire on ne fait rien. Et c'est par exemple lorsqu'on va trouver dans le verset Ve'alarta el hashofet asher yeh bayamim ahem, Rashi nous dira là-bas, même si les juges d'avant étaient mieux, tu ne peux pas te fier à eux. Tu dois aller dans le juge qui est en ton temps. Et donc, il faut aller selon la réalité qui est notre réalité à ce moment-là. Ve'ata, poum, avor et ayarden hazeh, ata vechol ha'am hazeh, el haaretz asher anochi noten lahem livnei Israël. D'accord? Alors on y va. Bon, il faut aller en Eretz Israël. Il faut conquérir la terre d'Israël. Aval efozeh Eretz Israël. Ah, c'est lo pashut. Donc on commence. Kol makom asher tidror kaf raglechem bolachem netativ. Ah, tout endroit où vos pieds vont fouler la terre, je vous la donne. Donc si le peuple juif va au Congo, est-ce que ça veut dire que le Congo devient la terre d'Israël? Non. La réponse est non. Nous avons une terre qui nous a été promise et le reste du monde n'est pas censé être à nous. Il n'y a pas, dans le judaïsme, de vocation impérialiste. À aucun moment, le judaïsme ne veut s'étendre au-delà des frontières que Dieu lui a données. Bien au contraire, tous les pays qui nous entourent, d'après la Torah, on nous dit clairement, c'est pas à toi. Quand on va nous dire que Ammon et Moab, on ne peut pas leur prendre leur territoire, c'est pas à nous. Quand on nous dit que Édom, c'est pas à nous, eh bien ça veut dire que c'est pas à nous. Ah oui, mais alors, quand on va voir dans quelques secondes les frontières de la terre d'Israël, on voit qu'elle englobe certains pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tant que ces pays-là sont à Ammon, Moab et Édom,
eh bien, on ne peut pas les prendre. Lorsqu'ils ne sont plus à Ammon, Moab et Édom, parce que ces peuples-là ont disparu, alors on peut discuter. Bon, mais c'est quoi les frontières de la terre d'Israël? Donc, Kol Makom Asher Tidrov Karfer Gechem, Bo Lachem Netativ, Kaasher Dibarti El Moshe. מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול, נהר פרת, כל ארץ החיתים ועד הים הגדול, מבוא השמש, יהיה גבולכם. Alors, qu'en est-il d'Elat? Je crois que c'est sur le territoire d'Édom, non? Effectivement, Elat, qu'en est-il du Golan? Exactement, les territoires les tribus de Réhouven, Gad, Ménaché, vous avez raison de poser la question. Eh bien, j'ai répondu avant que vous posiez la question. Lorsqu'on voit dans la Torah, dans la paracha de Chukat, qu'on va prendre et qu'on va battre et conquérir les terrains de Sichon et Og, eh bien, la Torah nous dit que Sichon, Melech HaEmori, donc c'est un Émoréen, Sichon a conquis la terre de la main de Moab et de Ammon. C'est-à-dire que nous ne faisons pas la guerre contre Ammon et Moab, nous faisons la guerre contre Sichon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Ammon et Moab ne sont plus les patrons de leur terre, alors nous, on peut récupérer l'endroit. On n'a pas le droit de faire la guerre avec Ammon et Moab et Édom. Mais si c'est plus Ammon et Moab et Édom, eh bien, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'au moment où on a conquis Élat en 1948, eh bien, il n'y avait plus les Édoméens qui étaient à Élat. Donc, a priori, c'est bon. Mais alors, c'est quoi ces fameuses frontières de la terre d'Israël? Bon, c'est quand même un sujet hautement important. Et donc, eh bien, je me suis dit qu'il fallait qu'on regarde un petit peu quelles sont les véritables frontières de la terre d'Israël. C'est-à-dire, alors allons-y. Hop là, il est. Tout d'abord, là, on est dans le livre de Yehoshua. Mais j'aimerais vous rappeler les différents versets qui nous parlent des frontières de la terre d'Israël, de la promesse d'Akadosh Baruch. Alors, le premier verset, on le trouve dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, au chapitre 9, verset 18, on va nous dire Bayom Haou, Karat Hashem et Avraham Brit Lemor, les Aracha Natati et Haaretz Azot Minar Mitzraim Adanar Agadol Nehar Perat. Donc, la première promesse qu'on retrouve dans le livre de Bereshit, c'est Dieu qui fait à Abraham et qui lui dit je promets cette terre à tes descendants depuis Nar Mitzraim, okay, jusqu'à Nahar Agadol Nehar Perat. Donc, je ne sais pas encore ce que c'est exactement, mais on nous parle d'un fleuve en Égypte. C'est une des frontières, la frontière ouest, et jusqu'à un fleuve, le grand fleuve, l'Euphrate, frontière est. Bon, après on arrive au livre de Shemot. Et là-bas, dans le livre de Shemot, on nous dit Veshavti et gevulcha miyam souf ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ, וגירשתמו מפניך. Donc là, on nous dit que la gvoul, c'est mi-yam souf, ועד ים פלישתים. ומן המדבר עד הנהר. C'est-à-dire de Elat jusqu'à la Méditerranée, et après on nous dit jusqu'au fleuve. Alors, de quoi on parle? De quel fleuve on parle? Après, on va nous dire dans le livre de Dvarim, פנו סעו לכם ובאו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה בנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. Donc là pareil, on nous parle de la terre d'Israël. Excusez-moi, autant pour moi, Dvarim au premier chapitre, versets 7 et 8. Shemot, c'était 23 et chapitre 23, verset 31. Donc là aussi, dans le livre de Dvarim, on nous parle de Nahar Agadol, Nahar Perat, on nous parle de Nachal Mitzrayim. Qu'est-ce que c'est exactement? Pareil, dans le livre de Dvarim au chapitre 11, verset 24,
Kol makom asher tidror kaf raglechem, bo lachem yeh min hamidbar, ve'alevanon min hanahar nehar perat, ve'ad hayam ha'acharon yeh givulchem. Donc là-bas, on nous dit, dans Dvarim 11, 24, que notre terre, c'est censé être depuis l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Et enfin, ça nous amène à notre verset dans le livre de Yoshua. Kol makom asher tidror kaf raglechem, bo lachem netativ ka'asher dibarti el Moshe, min hamidbar ve'alevanon hazeh, ve'ad hanahar hagadol nehar perat, kol eretz hachitim, ve'ad hayam hagadol mevo hashamesh yeh gevulchem. Ok? Donc on a plein de versets, et j'ai même pas parlé des versets en long, en large et en travers dans la paracha de Mas'eh, qui vont décrire les différentes frontières. Alors, quelles sont les fameuses frontières de la terre d'Israël? Bien les amis, alors, on va voir si je peux partager. Attends voir. Attends voir. Iné. 2 secondes. Je vais envoyer tout de suite, parce que ce sera plus clair comme ça. Hop là. Hop. Hop. Iné. Voilà. David, je viens de t'envoyer 4 photos. Donc, si tu veux, tu peux mettre la première. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, parfait. Alors, nous avons ici les différentes chitotes, les différents avis halachiques de quelle est la frontière sud d'Israël. OK? Alors, tout d'abord, il va falloir qu'on admette qu'est-ce que c'est Nahal ou Nahar Mitzrayim. Est-ce qu'il s'agit du Nil? Eh bien, vous voyez que personne ne pense qu'il s'agit véritablement du Nil, okay, qui est à gauche du dessin. Par contre, le Rambam, lui, va penser qu'il s'agit... Arrête de bouger, tu me donnes de le tourner. Le Rambam, lui, va penser qu'il s'agit du brin le plus à droite, c'est-à-dire le plus à l'est du delta du Nil. OK? Et donc ça, c'est ce qu'il appellerait Nahal Mitzrayim. Et donc le Rambam nous dit, la frontière sud, c'est de Nahal Mitzrayim jusqu'à Eilat. Donc en gros, le Rambam, lui, va comprendre la moitié nord de la péninsule du Sinaï comme étant faisant partie de la terre d'Israël. Ça, c'est l'avis du Rambam. Pour Rashi, Nahal Mitzrayim, c'est le même, c'est-à-dire c'est le delta du Nil à l'est, mais lui, il ne veut pas tirer un trait du Nahal Mitzrayim jusqu'à Eilat. Lui, il dit qu'il faut englober toute la péninsule du Sinaï. Donc, d'après Rashi, la frontière sud, c'est toute la péninsule du Sinaï, ce que nous avons conquis en 1967. Ensuite, Rabbi Ephraim Afagri nous explique dans son livre Katov Perach que pour lui, Nahal Mitzrayim, ce n'est pas le Nil, ce n'est pas le delta du Nil, c'est ce qu'on appelle la rivière de El Arish. Donc, qui couperait le Sinaï entre est et ouest, et la partie est serait la frontière d'Israël, la partie ouest n'appartiendrait pas à Israël. Est-ce que ces différents avis pourraient correspondre à différentes époques? L'avis de Rashi a été conquis en 1967 et il a été redonné aux Égyptiens en 79. Ça, c'est une réalité. Le Rambam, Kaftor Vaperach, on n'a encore jamais vu. Donc bon, nous. En tout cas, l'idée du Kaftor Vaperach, de dire que la rivière de El Arish est la frontière sud-est d'Israël, eh bien, c'est l'idée la plus minimaliste. C'est lui qui va voir la frontière la plus petite.
Mais vous voyez que malgré cette frontière petite, évidemment que la bande de Gaza, si vous en doutiez encore, fait partie intégrante de la terre d'Israël. D'accord? La bande de Gaza qui est au-dessus du mot marqué en gras Israël avec le Gush Katif et Azza. Mais ça a Donc ça, c'était pour ce qui était de la frontière sud. Qu'en est-il de la frontière nord? Alors, passons à la photo suivante. Yofi. Et nous arrivons à la frontière nord. Alors, vous avez, à droite de la photo, vous avez l'Euphrate. Alors, l'Euphrate, on va voir après, au niveau de la frontière est, jusqu'où ça va. Mais l'Euphrate ne va pas, au nord, se jeter dans la mer Méditerranée. Donc, à partir d'où s'arrête la promesse depuis l'Euphrate jusqu'à? Eh bien, il y aura là aussi plusieurs avis. L'avis qui est le plus grand, c'est celui qui est l'avis du Targum Yonatan Ben Uziel. Ben, comment ça, les fleuves? Ah, le fleuve de l'Euphrate, c'est ce qui a marqué juste au-dessus du mot Souria en gras. Vous avez un grand trait appuyé en sombre, eh bien, c'est l'Euphrate. Et donc, l'avis qui est l'avis le plus grand, c'est l'avis du Targum Yonatan, qui, lui, nous dit que la frontière nord, c'est une ligne verticale, c'est horizontale, qui relie l'Euphrate à ce qu'on appelle les monts Amanus, dans la Turquie actuelle, dans la partie qui s'appelle Alexandretta. Ce qu'on appelle dans le Talmud Taurus Amanus. Donc, ce sont une chaîne de montagnes qu'on peut trouver à côté de la ville Chalab en Syrie. Eh bien, ça, ce serait la frontière nord d'après le Targum Yonatan. Donc, vous voyez, au nord de la Syrie et au sud de la Turquie. Ensuite, pour le Kaftor Vaferach, donc Rabbi Ephraim Aparchi, lui, eh bien, il mettra la frontière à Ankara. Donc, Mamash, au sud, à la frontière sud de l'actuelle Turquie, donc un peu plus bas que le premier avis. Le Rambam, lui, mettra la frontière à la source de ce qu'on appelle la rivière Banias, qui est au centre, sur la côte syrienne, au niveau de la Méditerranée. Pour ce qui est du rite base, qui est le plus minimaliste, eh bien, il mettra la frontière au niveau de Tripoli, un petit peu en dessous de Tripoli, juste au-dessus du fleuve du Litanie. Fleuve de Litanie qui passe juste en dessous de Beyrouth. OK? Alors, là, nous parlons bel et bien de Eretz Israël. Nous ne parlons pas de Eretz Canaan, Canaan, car les frontières de Eretz Canaan sont beaucoup plus petites. Les frontières de Eretz Canaan, au nord, c'est le Litanie, le fleuve du Litanie au Liban actuel. À l'ouest, c'est la mer Méditerranée. À l'est, c'est le Jourdain. Et au sud, c'est plus ou moins la ligne imaginaire entre Dimona et Beersheba. D'accord? Donc ça, c'est pour ce qui est de Eretz Kenaan. Mais là, on parle de Eretz Israël. Donc vous voyez que la frontière nord, dans tous les cas, comprend une grande partie du Liban pour ce qui est de la partie la plus minimaliste et va même comprendre l'écrasante majorité de la Syrie pour ce qui est de la partie la plus grande, dans l'avis le plus grand de la terre d'Israël. Ensuite, nous arrivons à la frontière est. Voilà. Alors, le Rambam, lui, va nous dire, eh ben, tu prends mon avis au niveau du nord,
tu prends mon avis au niveau du sud, et en fait, tu fais une ligne imaginaire qui descend tout droit, du nord au sud, et voilà, tu as la frontière est d'Israël. Et donc, vous voyez que d'après le Rambam, eh bien, ça va comprendre pratiquement toute la Jordanie et une grande partie de la Syrie, et le Liban évidemment, également, à l'intérieur des frontières de la terre d'Israël. Ça, c'est l'avis selon le Rambam. Et le Rambam est le plus minimaliste au niveau des avis de Eretz Israël. Car l'avis le plus grand de la terre d'Israël, tu amènes la dernière photo. Voilà. Pour ce qui est de l'avis le plus grand, il s'agit de tout l'Euphrate. C'est-à-dire jusqu'à la frontière nord et jusqu'au moment où l'Euphrate se jette dans le golfe Persique. Et donc, à ce moment-là, pour les plus grands, comme par exemple va nous dire le Rav Israël Ariel, eh bien, c'est tout l'Euphrate, donc ça comprend l'Irak actuel, une partie de l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, une grande partie de la Syrie et toute la péninsule du Sinaï. Donc ça, ce serait le grand Israël d'après les plus grands avis, enfin les avis qui font les frontières les plus grandes. Bon, on n'en est pas là évidemment. Je ne sais pas quel avis sera tranché par Akadosh Baruch Hu. Je vous ai amené plusieurs avis. Je ne peux pas vous faire plus. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Le fait est que le seul endroit aujourd'hui dans lequel s'exprime la promesse de la terre d'Israël, et non pas seulement Eretz Kenan, eh bien, c'est d'un côté Elat et de l'autre le Golan. D'accord? Yof. Donc, moi, on a dit ça va faire baisser les prix de l'immobilier. Ben oui, évidemment. Évidemment. Mais pour les tioulim de Horod Vekelim, ça voudra dire qu'il faudra prendre au moins 2 jours. Parce que si on va aller faire un tioul sur le frat, il faut y aller d'abord. Voilà. Donc maintenant, on peut revenir au texte. Voilà ce que Yahushua doit conquérir. Lo yitiatzev ish lefanecha kol yemei chayecha. כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. Donc Dieu dit à Yoshua, tu n'es pas Moshe, mais moi je serai avec toi comme j'ai été avec Moshe, et là où tu te battras, tu gagneras. Ben oui, mais je connais un petit peu la suite du film, et dans la suite du film, il y a un moment donné où on va perdre. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que la première guerre de Haï, on va la perdre alors qu'ici Dieu nous a dit Lo yatzev ish lefanecha, qu'aucun homme ne se tiendra devant toi. Gardez cette question-là, on y reviendra quand on arrivera à Milchemet Haï. Et là, on comprendra pourquoi eh bien, la promesse n'a pas été respectée à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, on y reviendra. Chazak ve'ematz. Chazak, c'est au niveau physique. Imutz, c'est au niveau du cœur. Amitz, d'être courageux. C'est dans la tête, dans le cœur. Chazak, c'est dans les bras. Donc Dieu lui dit, Chazak ve'ematz, ki ata tanchil et ha'am hazeh, et haaretz, asher nishbati la'avotam latet lahem. Tov, il a fait merde. Évidemment qu'il faut être Chazak ve'ematz. Ça va pas être évident. Alors, que vient faire le deuxième Chazak ve'ematz, juste derrière? רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. Quel est ce deuxième Chazak ve'ematz? Eh bien, ce deuxième Chazak ve'ematz n'a plus rien à voir avec la vaillance au combat, mais il s'agit de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de me dire d'être Chazak ve'ematz dans la Torah? Eh bien, justement parce que je pars à la guerre. Parce que je pars à la guerre, je ne pourrai pas me concentrer sur la Torah. Bah oui, c'est pas shoot.
Si je pars à la guerre, comment tu veux que j'étudie? Comment tu veux que je continue mon petit train-train toranique? Alors on pourrait dire, eh bien, pour garder notre petit train-train toranique, il ne faut pas aller à la guerre. C'est ce que prônent certaines personnes. Seulement, vous voyez que c'est pas ce que prône la Torah. Puisque la Torah nous a dit, d'abord, Chazak ve'ematz à la guerre, et ensuite, une fois que tu es à la guerre, n'abandonne pas quand tu as le temps d'étudier la Torah, quand tu as le temps de... Enfin, pas quand tu as le temps, mais de bien connaître les halachot et les mitzvot. Quelqu'un m'a posé une question, m'a dit... Enfin, une question. Quelqu'un m'a demandé, voilà, on part avec notre unité dans la bande de Gaza, nanana, et on a déjà trouvé dans des maisons des appareils ménagers, mais on ne sait pas du tout s'ils sont cachers. Donc, on aimerait que vous nous aidiez, Rav, à faire une levée de fonds pour nous acheter un petit micro-ondes, des petites casseroles, machin. Alors, je lui ai dit que j'allais pas l'aider, que j'allais l'aider s'il veut faire une levée de fonds pour des fusils, pour des trucs comme ça, mais pas pour des casseroles. Il m'a dit, mais comment on va faire pour manger? Eh ben, je lui ai dit, vous allez faire comme la halakha, elle vous dit de faire. C'est-à-dire d'utiliser les casseroles que vous trouvez, d'utiliser le micro-ondes que vous trouvez, d'utiliser le four que vous trouvez. Mais est-ce qu'il faut le cachériser? Si tu as vraiment le temps et que tu n'as rien à faire et que ça ne prend absolument aucune force pendant l'effort de guerre, alors cachérise. Mais tu n'es pas du tout obligé de cachériser. Dans la mesure où tu es en train de faire dîner milchama, eh bien tu manges tout ce que tu trouves. Kacha, c'est ça la halakha. Oui, mais ça veut dire chazak ve'ematz. Il faut être très très fort dans sa Torah pour savoir que au moment où je suis en train de conquérir, et on va le revoir dans les versets, que la Torah nous dit que lorsqu'on va conquérir la terre d'Israël, on va trouver Batim Meleim Kol Tuv, qu'on va trouver des maisons qui sont pleines de tous les bienfaits du monde. Et Rachid nous dira là-bas que dans les frigos, il n'y a pas de frigo, hein, mais dans les frigos de l'époque, les Bnei Israël ont trouvé Kitlei de Chazirei, des côtes de porc. C'était le plat préféré des Cananéens. Ah bah très bien. Donc c'est ça qu'on va manger quand on arrive pour conquérir la terre. En d'autres termes, c'est pas du tout cachère, Nachon. Et c'est exactement ce que la Torah elle te demande. Parce qu'elle te demande de faire la guerre. Elle te demande de conquérir la terre. Donc toutes tes forces, tu dois les mettre pour conquérir la terre. Et au niveau de la cache-route, eh ben, tu fais ce que la Torah elle te demande. Mais attention, dans le même temps où la Torah elle t'a dit tu as le droit de manger tout ce que tu trouves, elle t'a dit n'oublie pas que tu dois avoir une pelle dans ton pactage pour lorsque tu vas aux toilettes, de ne pas oublier de creuser un trou, de faire tes besoins et de refermer le trou. Parce que le camp d'Israël doit être kadosh. Garder la sainteté dans le camp d'Israël. Mais on est en guerre, je croyais qu'on faisait ce qu'on voulait. Non, 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 non. Il y a des halachot. Et donc, c'est ça le chazak ve'ematz de la Torah quand on part en guerre. Quelque part, c'est facile d'être un tzaddik dans ton petit train-train quotidien. Alors, vous allez me dire, non, c'est pas facile. D'accord, c'est pas facile. Mais c'est quand même vachement plus facile que quand on est en plein combat, tout simplement. OK? Donc, c'est de cela dont on parle. Donc, voilà le deuxième chazak ve'ematz. רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה, עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל. Et là, למען תשכיל בכל אשר תלך. מה זה למען תשכיל? Ça, c'est très important de comprendre ça dans le langage du Tanakh. Léaskil, ça veut dire réussir mes actions. Léaskil, ça vient du sechel, mais il s'agit d'une action concrète. Donc, c'est réussir mon action concrète. Bevadaï. Est-ce que la réussite et la défaite dépendent du Chazak Vehematz? Bien sûr. Tant au niveau du Chazak Vehematz de la guerre qu'au niveau du Chazak Vehematz de la Torah, bien évidemment. Donc, la skill, ça veut dire réussite. Vaïd David,
Qu'est-ce qu'on dit dans la Havdalah? Qu'est-ce que disent nos frères séfarades dans la Havdalah? Vous vous rappelez pas? Juste avant de dire Savré Malanan, juste avant de dire les brachot, on nous dit que David était maskil ve'Hashem imo. Kenye ma'anu tamid. Mazé ve'Hashem imo. Lorsque Shaoul était roi d'Israël, il avait un fils qui s'appelait Jonathan. Et il était, Shaoul, très jaloux des réussites de David. Et lorsque ses conseillers essayaient de lui montrer que David, il était plus grand que son fils Jonathan, il donnait plein de qualificatifs à David. Et à chaque fois, Shaoul disait, oui, mais Jonathan, mon fils, pareil. Et lorsqu'on lui a dit, Ve'Hashem imo, Ve'i David bechol rachav maskil Ve'Hashem imo, ça veut dire Ve'alacha kemoto. C'est-à-dire, c'est quoi la skill? C'est réussir en accord avec la volonté de Dieu. Et donc, lorsqu'on lui dit le man taskil bekol asher teler, c'est que tu réussisses et que tes actions révèlent la volonté divine. Maintenant là, Dieu parle à Yehoshua. On est d'accord? Yehoshua a quel rôle? On a expliqué que Yehoshua, à la différence de Moshe qui réunissait tous les pouvoirs, Yehoshua, il n'a qu'un seul rôle. C'est quoi son rôle? Melech. C'est lui le chef politique. Et c'est à lui qu'on lui dit Lo yamouche. Mais on ne peut pas réussir sans être en accord avec la volonté de Dieu. Ah bon? Vous avez jamais vu des mecs qui réussissent énormément dans le business et pourtant qui font des avérotes? Moi, j'ai déjà vu. Bekitsour, là, on dit à Yoshua Lo yamouche sefer haTorah hazeh mipicha והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. Bon, mais attendez, 2 petites secondes. Les amis, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on dit à Yoshua? On lui dit Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha. Moshe était le détenteur de la Torah. À qui Moshe a donné la Torah? Ben, ça dépend à qui tu demandes. Si tu dis demandes à la Mishnah dans Pirkei Avot, alors Moshe kibel Torah misinai umsara le Yehoshua. D'un autre côté, si tu demandes à la Braïta dans le traité de Hérouvin, là-bas on va nous dire Keitzad Seder Mishnah. Comment on enseigne la Torah orale? Et là on nous dit Moshe aya melamed et Aaron. Moshe enseignait à Aaron. Ensuite, il enseignait à Elazar et Itamar. Ensuite, il enseignait aux Skenim. Et ensuite, il enseignait au peuple. C'est-à-dire, qui n'est pas présent dans le processus? Yoshua. Donc, comment est-ce qu'on arrange une Pirkei Avot avec la Braïta dans Hérouvin? Eh bien, très simplement. Yoshua, il reçoit de Moshe Torah Shebirtav. La Torah du roi. Torah Shebe'al Peh, la halacha. Moshe, il l'a donné aux Kohanim, les rabbins. Et donc là, ce qu'on dit à Yoshua, ce n'est pas la Torah Shebe'al Peh. C'est Torah Shebirtav. Comprenez-moi bien, lorsque Yehoshua veut se préparer un thé pendant Shabbat, eh bien, le fait qu'il soit roi ne va absolument pas changer sa façon de faire le thé Shabbat. Il fera le thé de la même façon que les rabbins lui ont dit de faire le thé, comme il m'a dit à moi de faire le thé. Mais Yehoshua, il a une autre Torah, qui est la Torah du roi. C'est Torah Shebirtav, dans laquelle il doit lire comment Akadosh Baruch Hu veut qu'il gère sa politique. Et donc, en tant que roi, on lui dit, surtout, Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha. Ve'agita bo yomam valayla. Leman tishmor la'asot. Pour que tu réussisses à faire ce qu'on attend de toi. Kechol hakatuv. Bon.
כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך השם אלוהיך בכל אשר תלך. C'est quoi le chazak ve'ematz maintenant? Le chazak ve'ematz, c'est face au peuple. Il y avait le premier chazak ve'ematz, c'était contre les ennemis. Le deuxième chazak ve'ematz, c'est face à la Torah. Le troisième chazak ve'ematz, c'est face au peuple. Comment je le sais? Ben à cause de la suite. Va'etzav Yehoshua et shotrei ha'am lemor. C'est-à-dire que c'est pas facile de devenir le chef après Moshe. C'est pas facile d'avoir, on dirait aujourd'hui, suffisamment de bitachon atzmi, de confiance personnelle, comme on dit en français, je sais pas. Ben voilà, vous avez compris. D'être suffisamment avec un charisme pour pouvoir passer après Moshe. ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה, וצבו את העם לאמור, הכינו לכם צידה. Ça veut dire quoi צידה? C'est pas à manger. Parce que pour l'instant, ils ont encore la manne. הכינו לכם ציוד. Soyez prêts. הכינו לכם צידה. כי בעוד 3 ימים, אתם עוברים את הירדן הזה. Dans 3 jours, nous passons le fleuve. לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוהיכם נותן לכם לרשתה. La différence entre la terre de Canaan et la terre d'Israël, c'est au niveau de la Reshetota. C'est-à-dire au niveau de là où les tribus vont devoir s'implanter. Les tribus doivent s'implanter en terre de Canaan. Il n'y a pas de obligation d'implantation dans le reste de la terre d'Israël. Ok? Et c'est pour ça que là, Yehoshua va revenir. Pourquoi est Yarden Azé? Ah, parce que par où est-ce qu'on va passer? Par ce Yarden Azé. On va pas commencer à aller maintenant dans le nord, on va pas aller dans le sud. C'est là qu'il va falloir commencer à rentrer, en face de Yéricho. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le centre de la terre d'Israël. C'est le centre de la terre d'Israël quand on prend évidemment la carte globale. Donc Yéricho est si tu veux, la serrure, la porte d'entrée de la terre d'Israël. Donc c'est Yarden Hazé. ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר השם יהושע לאמור זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד השם לאמור השם אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת נשיכם טפיכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי חיל ועזרתם אותם עד אשר יניח השם לאחיכם בכם ככם וירשו גם המה את הארץ אשר השם אלוהיכם נותן להם, סליחה. ושבתם לארץ ירושתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד השם בעבר הירדן מזרח השמש. Vous vous rappelez de cette histoire-là? On est à la fin du livre de Bamidbar. Les tribus de Réhouven et Gad, eh bien, demandent à rester de l'autre côté du Jourdain. Au départ, ça crée un tollé, puisque Moshe lui dit, vous êtes en train de refaire la faute des explorateurs, comme d'ailleurs l'ont fait ces rabbins à Paris la semaine dernière, en faisant ce congrès honteux qui, encore une fois, a dit aux Juifs de ne pas venir en Israël. Voilà, comme d'habitude, un bon classique. Donc, Moshe dit à Reuven et Gad, quoi? Vos frères vont aller faire la guerre pour conquérir la terre d'Israël que Dieu leur a donnée, et vous allez rester de l'autre côté du Jourdain? Et Moshe leur dit, ce n'est que à la condition que vous veniez participer à la guerre d'Israël, que vous pourrez ensuite retourner dans vos familles là-bas, de l'autre côté du Jourdain. Yehoshua arrive et vient rappeler cette promesse à la tribu de Réhouven, de Gad. S'il vous plaît, montrez-nous où se trouvent ces territoires de l'autre côté du Jourdain. Ah, très bien. Eh bien, je vais demander à David de remettre la carte numéro 3.
Non, c'est la 2. Voilà. Voilà, tu peux même encore monter un petit, agrandir un petit peu. Non, on ne peut pas agrandir. Très bien, et ben on n'agrandit pas. Est-ce que vous voyez là où il y a marqué Yarden en gras? Eh bien, juste à sa gauche, il y a la mer morte. Vous voyez la mer morte? Yofi. Au-dessus de la mer morte, vous avez un autre petit rond, c'est le lac de Tibériade. Vous le voyez? Féméode. Eh bien, toute la partie qui est depuis au sud, le sud de la mer morte, jusque le nord du Golan, donc au-dessus du lac de Tibériade, et à l'est, on va dire que ça va jusqu'à Amman. Vous voyez le petit point où il y a marqué Amman. Eh bien, ça, c'était les territoires de Sichon Melech HaEmori et Og Melech HaBashan. C'est ces territoires-là que nous avons conquis à l'époque de Moshe et qui ont été donnés à Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. D'accord? Donc c'est une partie en Jordanie, une partie le Golan et une partie en Syrie. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui était de la petite carte. Alors, la vérité, c'est que j'ai une carte encore plus belle, mais je ne sais pas si ça va le faire. La voix à Attention. l'envers, le problème. Et oui, on va à l'envers. Bien sûr qu'on va à l'envers. Miroir. Voilà. Vous voyez quelque chose là? Pas trop. Eh bien, ce que vous voyez là, c'est la tribu de Réhouven et de Gad et la moitié de Ménaché. C'est de l'autre côté du Jourdain. Voilà. Bon, comme ça, c'est fait. Donc pourquoi il faut rappeler ça à Réhouven et Gad? Ben parce qu'ils ont promis à Moshe. Est-ce qu'ils remettent leurs paroles en doute parce qu'ils auraient pu dire on a promis à Moshe? C'est plus toi, c'est plus Moshe le patron. On est libre de notre serment. Le fait que Yehoshua vienne leur demander de renouveler leur serment, c'est également pour asseoir son autorité. ולכן, ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה. On va faire tout ce que tu nous dis. ועל כל אשר תשלחנו נלך. On te suivra partout où tu nous enverras. ככל אשר שמענו אל משה, כך נשמע אליך, רק יהיה השם אלוהיך עמך, כאשר היה עם משה. Là, Yehoshua est entériné comme étant le successeur de Moshe. Le peuple juif accepte Yehoshua comme étant celui qui continue le travail de Moshe. Rak yeh Hashem Elohecha imach kasher haya im Moshe. Mais c'est rak. Rak, ça peut être parce que, ça peut être aussi uniquement si. C'est-à-dire que, oui, on est d'accord avec toi, on est d'accord de te suivre parce que Moshe t'a nommé, mais tu es quand même un petit peu mis en période d'essai. Eh, tu remplaces Moshe, c'est pas n'importe qui. Donc, va falloir que tu fasses tes preuves. Ne vous inquiétez pas, il va faire ses preuves à Yéricho. Mais c'est normal qu'au début, le peuple juif voit la chute spirituelle du passage entre Moshe et Yoshua. L'opachut. À tel point que nos sages vont nous dire que lorsque Moshe meurt, on l'a déjà dit, 3000 halachot vont être perdus. Rashi nous dit, Lech tordam bamilchama, pour qu'ils ne pensent pas à ça. Va leur faire la guerre, comme ça ils ne penseront pas à toute la Torah qu'ils ont perdue. C'est-à-dire qu'il va falloir que Yehoshua gagne la confiance du peuple juif. Est-ce que Moshe a-t-il eu une période d'essai? Tu m'étonnes. Depuis le premier jour où il est arrivé devant les Bnei Israël, jusqu'à son dernier jour, les Bnei Israël l'ont embêté. Kolish, Kolish, Asher yamret picha, velo yishma et devarecha,
Lechol asher tetzavenu, yumat, rak, chazak, ve'ematz. Tout celui qui ira contre ta parole, Yoshua, sera passible de mort. Rak, chazak, ve'ematz. Mazé Achav, c'est Amalchut. C'est-à-dire que les trois premiers chazak, ve'ematz, c'était pour Yoshua, face à ses ennemis, face à la Torah, face au peuple. Le dernier chazak, ve'ematz, c'est pour le peuple. C'est les Bnei Reuven Vegad qui disent au peuple juif, il faut maintenant accepter la légitimité de Yoshua, Hu Amelech, Rak, Chazak, Vehematz. Le premier chapitre du livre de Yoshua, c'est en vérité la passation de pouvoir entre Moshe et Yoshua. Comment est-ce qu'on passe d'une réalité où en fait la connexion avec Dieu elle est palpable et évidente comme dans le désert, à une réalité concrète dans ce monde où c'est moins palpable, où c'est moins visible, et pourtant c'est là-bas qu'il va falloir y aller. Toute cette dualité des trois Chazak Vehematz pour arriver au quatrième, eh bien c'est la passation de pouvoir entre Moshe et Yehoshua. C'est le premier chapitre du Nach. Voilà les amis. Question, David. Alors moi j'ai deux questions. La première question, si on suit les cartes, Moshe Rabbeinu est complètement rentré en Eretz Israël. Et la deuxième question, on dit que le don Attends, j'ai pas entendu la première. Si Moshe quoi? si on suit les cartes là qu'on a vues, Moshe Rabbeinu était en Ah, Eretz Israël. Il est rentré en tout à Eretz fait. Israël. Oui. Et la deuxième question, on dit que Matan Torah c'était pas en Israël, c'était au mont Sinaï. Mais pareil, selon les cartes qu'on a vues là, le mont Sinaï est en plein Eretz Israël. Il a fait mode. Sheelat Chacham, Chatzi Tshuva. La question d'un sage est déjà la moitié de la réponse. Effectivement, Moshe Rabbeinu, non seulement est rentré en Israël, mais c'est lui qui a conquis la terre de Sichon Veog. Mais il n'est pas rentré en Eretz Kenaan. Ok? Donc quand on dit Moshe n'est pas rentré en Israël, ça veut dire qu'il n'est pas rentré en Eretz Kenaan. Mais il est rentré en Eretz Israël, évidemment. Pour ce qui est du Sinaï, qui n'est pas la terre d'Israël, Otodavar. Zerken, Chelek Meretz Israël, mais Zelo Chelek Meretz Kenaan. Et désolé, Rav, mais il n'y a pas toute une sougia où ils disent que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Canaan ou Eretz Israël, alors il y aurait eu la Géoula, Dieu aurait été obligé de lancer tout le processus du Beth Amikdash, etc., parce que il y avait une évoie, etc. Donc de là, tu apprends deux choses. Qu'il y a une différence entre Eretz Kenaan et Eretz Israël. Et deux, tu apprends que on dit, ça veut rien dire. Je vous trouverai les sources. Alors, Zenachon, que si Moshe était rentré en Israël, il avait construit le Beth Amikdash, alors il aurait été Nitzri et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est-à-dire, c'est Nachon que Moshe ne peut pas rentrer dans la dimension de Eretz Kenaan. Pourquoi? Parce que il nous éclipserait complètement. C'est Nachon. Mais il n'empêche qu'il est quand même rentré en Eretz Israël. Mais Eretz Israël, le Ter Kadosh, mais enfin, c'est plus important Non, Eretz Israël que Eretz Canaan, non? c'est plus important Eretz Kenaan. Exactement. Non. Eretz Israël, plus Eretz important. Kenaan, c'est l'endroit de, un, de la Nachalut, c'est-à-dire c'est l'endroit où les tribus doivent s'implanter, et deux, c'est Mekom Ashrina. Donc c'est plus important Eretz Kenaan, à tel point qu'elle s'appelle Eretz Kenaan. C'est-à-dire qu'elle demande une dimension de Knia, une dimension de soumission à Dieu, qui n'est pas forcément la même dans le reste de la terre d'Israël. Ok. Ok? Question de Jim. Jimmy, Bonjour Raph, je voulais juste poser une question. Quand vous dites que on peut, en fait, je vous ai posé une question. Je vous ai dit comment on peut ne pas réussir sans être, enfin, comment on peut réussir sans être en accord avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que même la défaite, elle est aussi quelque part la volonté de Dieu. C'est que qu'on réussisse ou qu'on perde, on est en accord avec sa volonté. Donc on peut pas réussir sans avoir sa volonté. Et, attendez, attendez, deux secondes, deux secondes. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, faut faire Shabbat. Moi, je peux décider que j'ouvre mon entreprise Shabbat et j'ai plein de bénéfices et jusqu'à la fin de ma vie, je voyage en jet privé et j'ai réussi de folie. Et pourtant, j'ai transgressé le Shabbat chaque Shabbat. Il y a des gens comme ça arrive, ça existe. On le sait, on en connaît, ce que tu veux.
Maintenant, est-ce que le fait qu'il ait réussi, c'est la volonté de Dieu? Oui. Kadosh Baruch Hu lui a donné une bracha dans sa parnassa. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que lui, il le mérite. Peut-être que s'il a un srout à vote. Peut-être que. Mais il n'empêche que sa réussite n'est pas en accord avec la volonté que Dieu nous a transmise. Le fait que Dieu, il a ses plans à lui, qui fait que il a donné à lui sa parnassa, ça c'est un autre problème et je ne suis pas dans les comptes de Dieu. Mais Dieu m'a transmis sa volonté dans la Torah. Donc quand il dit Hachem Imo, ça veut dire que Hachem, il est en accord avec Halakha kemoto. la Halakha kemoto. D'accord, Halakha ok, je kemoto. comprends. Ok. Ok? Arabe, il y a une question dans le chat. Chéri Dre, je n'arrive pas à voir la différence entre Eretz Canaan et Eretz Israël, merci. Bah, d'abord, il y a une différence Moi, j'arrive géographique. pas à comprendre, j'avoue, j'arrive pas à voir la différence entre les deux. En ce moment, on est en Eretz Israël ou on est Eretz Canaan? On est Eretz Israël actuellement. J'arrive pas à voir la différence entre. J'arrive pas, non, j'arrive pas à comprendre. Non, d'abord, il y a une différence géographique. Ok? La terre de Mm. Canaan est beaucoup plus petite que la terre d'Israël, au niveau de ses frontières. D'accord? Donc aujourd'hui, quand vous habitez à Tel Aviv, quand vous habitez à Jérusalem, quand vous habitez à Beersheba, quand vous habitez à Naharia, vous êtes en Eretz Kenaan. Celui qui habite à Chispin, Ah, dans le d'accord. Golan, il est en Eretz Israël. D'accord? Celui qui habite à Oui. Elat, il est en Eretz Israël. D'accord? Donc, ça, c'est au niveau géographique, tout d'abord. Oui. Ensuite, au niveau de la connexion avec la présence divine, eh bien, il y a une dimension première à ce qu'on appelle Eretz Kenaan, puisque c'est la terre où les 12 tribus ont reçu l'ordre de s'implanter. Après, il y a une autre mission à Eretz Israël, c'est la mission de la connexion avec le monde. OK? Ok. Voilà. Toda. Explica. Boker Tov Arav. Sheila, pourquoi nous avons tellement peur de parler de Yericho? Non, j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas encore vu Non, dans le texte. on n'est pas dans le texte. Ok. Bah, on n'y est pas encore arrivé à Yericho, 2 secondes. Mais, On y arrive. non, mais alors, dans ce cas-là, Sheila, comme l'ami qui vient de parler, est-ce que les gens qui habitent à Mevo'ot Yericho, ils sont Beretz Israël ou Eretz Knan? Ah oui, ah oui, Yericho, c'est de toute façon de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est Eretz Kenaan, le Vadaï, Eretz Knan. Et c'est ça bien sûr. notre première conquête, elle doit être conquête de Eretz Knan. Bien sûr, bien sûr. Mm. La conquête qui est mentionnée ici, c'est Eretz Kenaan. On va pas aller commencer. C'est-à-dire qu'on doit commencer par Eretz Kenaan. Ok, Après, on a le reste à conquérir. Alors vous allez me dire, alors pourquoi Moshe, il a commencé par conquérir Eretz Sichon Ve'og? Bah, parce qu'ils l'ont attaqué. Nachon. Ok. Si on n'avait pas été attaqué par Sichon Ve'og, on n'aurait pas conquis leur terre. Alors, Chazak Veimatz, c'est pour qu'on commence à conquérir, en fait, Eretz Knan. Exactement. Le premier Chazak Ve'og. Ok. Arabe, je vois qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne comprennent pas la différence entre Eretz Canaan et Eretz Israël. Canaan est un mot païen, tandis qu'Israël est un pays saint, etc. Je ne comprends pas quelle est votre incompréhension. Le fait que la Torah décide d'appeler cet endroit-là Eretz Kenaan, Canaan, certes, ça porte le nom d'un peuple qui y habitait, qui s'appelait les Cananéens. Mais Canaan, ça veut dire en hébreu être soumis. Et c'est une valeur fondamentale que nous avons besoin d'apprendre, la soumission à Dieu, pour hériter de la terre d'Israël, la terre de Canaan. Maintenant, il y a donc une dimension qui est celle de la terre de Canaan, avec ses frontières, comme on a expliqué, un peu plus petites, qui a pour rôle de se connecter à la Shrina, à la présence divine. Le reste de la terre, qui s'appelle Eretz Israël, a un rôle, ou alors qui s'appelle aussi Haaretz Azot, cette terre-là, a un rôle de connexion avec le reste du monde. Parce que si vous remarquez bien, il y a Eretz Kenaan. Eh bien, les frontières d'Eretz Kenaan font que tu n'as aucun contact avec le reste de l'humanité. À l'ouest, ben, c'est la mer. À l'est, c'est le désert. Au sud, c'est le désert. Et au nord, c'est des forêts impraticables à l'époque. Donc, il n'y a aucun contact, si on reste dans Eretz Kenaan, avec le reste du monde. Le fait d'avoir les frontières de Eretz Israël plus grandes
vont permettre d'avoir un contact avec le reste du monde. Donc voilà les deux dimensions différentes. Alors, il reste... Je peux poser une question? Je voudrais savoir pourquoi il y a une différence dans la Kdusha par rapport à Eilat et le reste du pays. Tout simplement parce que Eilat fait partie de Eretz Israël par rapport à un Be'er Sheva qui fait partie de Eretz Kenan. Donc il y a une différence entre Eilat et Beersheba, alors qu'ils sont voisines. Oui. Voisine, il y a quand même 2 heures de route. Mais... Question de Yochevet. Il reste 1 minute, Yochevet. Boker Tov, Rav. Comment les Chachamim expliquent le fait que c'est la Torah écrite qui est donnée au roi et la Torah orale Kohanim? La Torah orale, elle est donnée par les Kohanim à tout le monde. Et la Torah écrite, elle est l'apanage de celui qui est le garant de l'histoire. Celui qui est le garant de l'histoire, c'est le roi. Question de Jimmy. Il reste 30 secondes, Jimmy. Très rapidement, en fait, Eretz Israël, c'est les territoires qu'on a conquis, qu'on conquérit, en fait, c'est ça? Et Eretz Kenaran, c'est les territoires qui nous étaient promis. Mais les deux nous ont été promis. Et les deux, il va falloir les conquérir. Ok, très bien. Mais en fait, qui n'était pas prévu, j'entends. Ça veut dire qu'en gros, c'était pas prévu qu'on les... Ils étaient prévus. Je le donnais à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. C'était prévu. Même de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire que ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on a dit depuis le début, quand on a montré les photos et les différents avis. Ça va au-delà du Jourdain. D'accord. Et juste quand on dit de l'autre côté du Jourdain, en fait, c'est de l'autre côté au Jourdain, en fait. Je comprends pas du Jourdain. Parce qu'en fait, c'est quoi? Il y a le Jourdain et on est derrière le Jourdain. Mais non, mais rappelle-toi où est-ce qu'on est au moment où les versets sont prononcés. Nous sommes du côté jordanien du Jourdain. Ok. D'accord. Donc Dieu, il dit, voilà, quand tu vas passer de l'autre côté, donc du côté ouest. Ok, ça, j'ai compris. Très bien. Merci beaucoup. Léopold, je vois que vous avez une question, mais il est déjà 10h et le Rav Cherki est connecté. Léopold, je vous Voilà. le contact du Rav Fizo pour poser sa question ultérieurement. À Rav Fizo, Toda Rabba, il est 10h. Voilà.